Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici notre sommaire du jour. Mon invité, c'est Emmanuel Pillois, le directeur général du Relais France, pour évoquer le ralentissement du marché de la friperie et de la disparition des bornes de collecte de vêtements. Dans le débat de ce Smart Impact, on va parler des prix ruban rose, la lutte contre le cancer du sein, enjeu majeur de santé publique. Une femme sur 8 est touchée au cours de sa vie. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on va découvrir ensemble AlgoPaint et sa peinture à base d'algues. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Emmanuel Pillois. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général du Relais France. Vous allez nous le présenter en quelques mots. C'est quoi? C'est un réseau d'entreprises? C'est un réseau d'entreprises qui a été créé il y a 40 ans, dans le nord de la France. Une communauté Emmaüs et puis un fondateur, Pierre Duponchel, ingénieur, qui décide de se spécialiser sur la filière textile. Voilà, donc il y a 40 ans, on a commencé à collecter du textile. Et puis aujourd'hui, il y a un réseau de 30 sites en France qui collectent 120 000 tonnes de textiles, qui font travailler 2000 personnes, et tout ça dans l'insertion. Oui, alors c'est un élément important. Insertion, lutte contre l'exclusion, ça fait partie de l'ADN du réseau. L'ADN du réseau, c'était ça, c'était créer de l'emploi. Et d'ailleurs, il y a d'autres activités dans la rénovation du bâtiment, dans le logement social, dans la peinture, dans l'intérim d'insertion. Donc, mais la filière la plus importante et là où il y a le plus d'emplois, c'est finalement les vêtements. Oui. Et en effet, de créer, de constituer cette filière, on est quand même aujourd'hui le leader sur le marché français de cette collecte et cette valorisation de vêtements. Oui. Est-ce que justement cette filière de valorisation textile, elle s'est alors peut-être pas créée, mais en tout cas professionnalisée grâce au Relais? Elle s'est constituée d'abord de façon assez simple. On réutilise en effet le vêtement dans sa nature initiale. On revend des vêtements en France, à l'étranger. Et oui, il y a toujours eu des friperies. Avant le Relais, il y en avait déjà. Hein, il y en a toujours eu. Oui. Et puis, on a en effet créé un éco-organisme en 2007. Et on a en effet un peu professionnalisé et essayé d'impulser des mécanismes qui permettent de développer et d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur les 120 000 tonnes qu'on collecte, tout est réutilisé, mais il y a 400 000 tonnes qui sont encore dans les poubelles des Français. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent qui sont encore perdus, gâchés, parce qu'on pourrait réutiliser ces vêtements, on pourrait créer de nombreux emplois et continuer notre mission qui est l'emploi d'insertion. 1800 tonnes de textiles récupérés chaque semaine par le Relais, hein, et ça représente 55% de la collecte en France. Est-ce que on va rentrer un peu dans le dur, là. Ces chiffres, ils sont en train de baisser. À quel point ils sont en train de baisser? C'est-à-dire, il y a de moins en moins de bornes de récupération, etc. Oui. Alors, il n'y a pas de moins en moins de bornes de récupération au Relais. C'est ce que j'ai lu, mais bon. C'est ce que vous avez cru comprendre. En effet, il y a quelques acteurs qui ont arrêté de collecter cette année. Pourquoi? Parce que l'année 2024, comme on l'a déjà connu depuis 40 ans, est une période un peu de crise où les prix ont baissé. Ces acteurs qui, aujourd'hui, lâchent le territoire sont des acteurs qui ne font que de la collecte, qui ne sont pas les acteurs comme le Relais, qui ouvrent le sac, trient les vêtements en France et qui vont en effet valoriser en France ou à l'étranger les produits. Ces acteurs-là, pourquoi ils ont disparu, pourquoi ils sont en difficulté? Parce qu'ils dépendent d'acteurs internationaux qui viennent de l'étranger, qui achètent le produit de temps en temps en France et qui, subitement, leur disent « j'en veux plus ». Parce que c'est moins cher d'aller en Chine, par exemple? Parce qu'il y a un ralentissement, qu'ils restent en effet sur leur gisement et qu'ils ne viennent plus chercher en France. On a par exemple un Allemand qui vient régulièrement, quand le marché est bon, venir chercher de la matière en France, et puis quand le marché est plus bon, ou qu'il diminue, abandonne ces acteurs. Ces acteurs ont disparu, ce n'est pas le cas du Relais. Aujourd'hui, le Relais continue de poser des conteneurs, continue de développer, et nous, on va se substituer à ces acteurs. S'ils font défaut, on va reprendre la place. Donc aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une filière qui a une difficulté sur la collecte. Nous, on est prêt à collecter plus, on est prêt à trier plus. Il y a une réalité qui, en effet, a une baisse de prix, un ralentissement de certains marchés depuis 6 mois. Et ça, vous nous dites que c'est peut-être conjoncturel? C'est très conjoncturel. Ah oui, ça peut remonter. Alors, en effet,
ça a planté quelques structures. Il y a quelques structures en France qui ont déposé et qui étaient uniquement sur cette collecte, qui dépendaient d'un acteur qui revendait, qui n'achète plus, mais c'est conjoncturel. Aujourd'hui, ce que vous m'avez posé comme question, c'est est-ce que cette filière, elle est viable? Oui. Est-ce qu'elle s'est professionnalisée? Oui. Il y a un éco-organisme qui existe, qui permet en effet d'amortir les effets. On a eu en effet un soutien au tri exceptionnel cette année pour maintenir la filière. Et puis, il faudra en effet peut-être le faire encore un petit peu, mais il y aura une embellie parce qu'on a toujours connu ces hauts et ces bas. Parce que je vous pose la question, parce qu'il y a quand même un mouvement de fond qui est le développement des sites de revente, de rachat de vêtements. Votre matière première, est-ce qu'elle a changé? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a moins? Est-ce qu'elle est de moins bonne qualité? En France, en 2024, 3,5 milliards d'articles mis sur le marché. Ça monte. D'accord ? Ça continue de monter. La pression, elle existe en effet de plus en plus de la Chine, de vêtements neufs de bas qualité. Ça, on le voit chez nous. Nous, on est derrière. Nous, on va en effet prendre le vêtement tel qu'il arrive. Voilà, tout le monde n'achète pas ces vêtements-là. Il y a de tout, bien sûr. Et il y a des gens qui achètent des vêtements moins chers, des gens qui achètent des vêtements un petit peu plus chers. Oui, mais il y a aussi des gens qui donnaient au Relais ou à Emmaüs des vêtements et qui maintenant les vendent. Donc ils ne sont plus dans votre réseau, ces vêtements-là. Oui, alors il y a en effet... Mais alors, ils les revendent. C'est des vêtements qui vont resservir en France. D'accord. Qui vont finir par arriver, c'est ça? Vous parlez de... Ben oui. Ces vêtements, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils démocratisent en tout cas. Ce que vous m'expliquez là, c'est de la concurrence que nous, on voit d'un bon oeil. Si on regarde les habitudes des Français sur les 5 dernières années, elles sont tout à fait positives. Nos magasins de vente, on a un réseau de 80 boutiques de seconde main, où les gens aiment venir essayer, acheter au prix du neuf divisé par 5. 20% du prix. Et bien ça, aujourd'hui, ça s'est démocratisé et c'est très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seconde main se développe. Et il y a de la place pour d'autres. Et c'est vrai qu'on a des magasins, nous, de proximité, et que la vente en ligne, c'est à l'étude pour le Relais, parce qu'il y a des habitudes qui se sont prises comme ça, mais c'est très bien. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qui deviennent ces vêtements? Alors voilà, c'est important. Parce que ça, c'est très important. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent qu'aujourd'hui, il y a un gâchis. On en ramasse 120 000 tonnes pour le Relais, 250 000 tonnes, tout acteur confondu. Il y a 400 000 tonnes qui vont encore dans les poubelles. Ça doit arrêter. Aujourd'hui, on doit être beaucoup plus vertueux. Il faut arrêter de jeter des vêtements à la poubelle. Pourquoi? Parce que ce jeans-là, il a l'air pas mal. Ah oui, il y a quelques trous. Il ne sera plus jamais porté. Voilà. Donc le jeans en bon état, dans nos magasins en France, donc on a un réseau dingue fringue qui vend des vêtements à 4-5 euros. C'est très bien. Voilà. Réemploi. Il y a des réemplois également à l'étranger. Puis après, il y a du recyclage. C'est un bon exemple. Ce jeans, nous, on a des usines qui permettent de défibrer et puis de réagglomérer et de faire ce produit. C'est quoi ce produit, c'est un écomatériau pour le bâtiment. Ah, c'est de l'isolation De l'isolation thermique et acoustique à partir de cette fibre coton. Cette fibre coton, si vous la portez 3-4 ans, 5 ans, et puis que vous la mettez à la poubelle, ça coûte à la collectivité, puisque une tonne d'ordures ménagères, ça coûte 200 € à la collectivité. Dans vos impôts, c'est vos taxes. Si par contre, vous la donnez au Relais, il y a quelqu'un qui est au RSA, qui va sortir du RSA, qui va retravailler, qui va être retravailler. Donc ça, il faut surtout penser à cette personne qui vient collecter, qui vient trier. Mais surtout, cette fibre-là, qui est du coton, qui a une valeur, je dirais, acoustique, thermique, on la remet 20 ans dans le bâtiment. Là, l'impact environnemental, il est majeur. Vous multipliez par 4, voire 5, la durée de vie de ce produit. Et vous savez, un jour, la déconstruction, elle sera plus intelligente. Vous savez qu'aujourd'hui, déjà, il y a des gens, ça commence. Je crois, dans votre émission, on en parle de temps en temps. On démontera les maisons dans 20 ans. On ira chercher ce produit-là. On le remettra dans notre usine Métis. Et ce produit-là, il aura peut-être une deuxième, une troisième vie. Vous savez que la fibre papier, ça se recycle 6 fois. La fibre coton, il ne faut surtout pas la jeter. Il faut la donner. Donc ça, c'est le message que vous faites passer. Même on est une entreprise industrielle qui est capable de faire de l'isolation. Même un vêtement en mauvaise qualité, il ne faut jamais le mettre à la poubelle. Tout se recycle. C'est ça. Tout se recycle. Est-ce qu'on peut faire ce qu'on appelle, je crois, le fil à fil? C'est-à-dire, est-ce que ce vêtement peut redevenir un vêtement? Oui, vous avez un peu
d'initiatives dans le fil à fil. Aujourd'hui, vous avez des vêtements qui incorporent 10-20%. Voilà. Mais il y a des produits de ce type-là qui sont encore plus simples, qui, en effet, aujourd'hui, demandent qu'à se développer. On a une usine, on pourrait en avoir 5, et on pourrait développer des éco-matériaux en masse également. Merci beaucoup Emmanuel Pilois et bon vent au relais. On passe tout de suite à notre débat, les prix Ruban Rose au programme. La lutte contre le cancer du sein au programme de notre débat. Je vous présente mes invités. Sandrine Planchon, la directrice de l'association Ruban Rose. Bonjour, bienvenue. Et Anne-Sophie Tuzinski, fondatrice de Cancer at Work. Bonjour, bienvenue. Vous publiez Cancer, maladie et travail. Voilà ce livre aux éditions Erol. Alors Ruban Rose, c'est une association qui est dédiée à la lutte contre le cancer du sein, qui est une association loi de 1901, qui a donc des missions. Et ces 2 missions, c'est de sensibiliser, informer le plus grand nombre de personnes, j'allais dire de femmes et d'hommes, parce qu'il y a 1% de cancer du sein qui touche les hommes. Donc j'en profite pour faire ce... On n'en parle pas beaucoup. Bien sûr, oui. C'est un cancer qui touche une femme sur 8, qui est le premier cancer chez la femme, première cause de décès. Donc c'est important d'informer, de sensibiliser, surtout de faire de la prévention. Donc c'est une des missions principales de l'association. Et la deuxième mission, c'est de soutenir la recherche sur le cancer du sein. Et on fait ça avec chaque année les prix Ruban Rose. Oui, alors on va évidemment détailler ce que sont ces prix. On a l'une des lauréates. Le principe des prix Ruban Rose, c'est quoi? Alors le principe, d'abord, l'objectif, c'est de prendre en charge de mieux en mieux les femmes atteintes du cancer du sein. Pour ça, on a 3 catégories. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais on a évidemment un jury, un comité scientifique, donc des process très rigoureux avec une caution scientifique. On a une catégorie qui sont les grands prix, donc qui sont plutôt là pour récompenser une carrière d'un chercheur ou d'un médecin qui a consacré sa vie au cancer du sein et qui a des avancées surtout. Des prix qu'on appelle les prix Avenir, qui sont là pour plutôt audacieux, innovants. Donc plutôt dans la recherche novatrice. Et puis les prix qualité de vie, on va y revenir avec Anne-Sophie, qui sont tout aussi importants parce que ils sont là pour aider l'amélioration de la qualité de vie et ce qu'on appelle les soins de support, l'aide psychologique, mais aussi l'estime de soi et tout ce qu'on rencontre quand on traverse un cancer du sein. Et c'est donc ce prix que vous avez obtenu, Anne-Sophie Tuzinski. Présentez-nous Cancer at Work. Alors, Cancer at Work, c'est une association d'un genre un peu particulier parce que c'est une association d'employeurs qui s'engagent pour mieux concilier la vie professionnelle de leurs salariés malades et de ceux qui les entourent, pour toutes les pathologies d'ailleurs. Et elle est née à la suite d'une expérience de vie du cancer du sein que j'ai eue en 2011 et puis de compétences professionnelles développées dans les ressources humaines. Les missions sont simples, c'est mobiliser les dirigeants et les engager dans l'action, partager les pratiques et développer des travaux d'innovation sur des sujets comme l'inclusion de la maladie dans le dialogue social, par exemple. C'est une mission de mesure des attentes des actifs et de progrès des organisations sur le sujet. Et puis, c'est aussi une mission de cœur qui est le soutien à la réinsertion professionnelle des personnes malades. Donc, nos 178 membres, qui représentent à peu près 10% de la population active française, se mettent au service des personnes malades pour les aider à revenir en emploi. Et c'est dans ce cadre qu'on a le plaisir de travailler avec Ruban Rose. Avec ce chiffre, c'est l'Institut national du cancer qui nous le donne fin 2023. 20% des personnes en emploi au moment du diagnostic de cancer ne le sont plus 5 ans après. Est-ce que c'est un chiffre stable? Est-ce qu'on réussit à le réduire finalement? En fait, le chiffre qu'on doit considérer en tant qu'employeur, c'est celui de tous les actifs qui sont touchés par une maladie grave ou chronique. Et c'est 1 salarié sur 4. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Dans le quatuor de tête des maladies, en nombre, on a évidemment les cancers et le cancer du sein chez la femme, les diabètes, les maladies cardiovasculaires, l'endométriose chez les femmes. Et donc, on a de plus en plus d'actifs malades. Et comme les personnes n'osent pas en parler,
les centres de soins ne considèrent pas la vie professionnelle des patients et les employeurs ne savent pas trop comment agir face à ce sujet qui est intime, on a une forte désinsertion professionnelle. Ouais. Avec justement, Sandrine Planchon, cette question de l'intimité et de comment, quand on est employeur, offrir des solutions sans trop rentrer dans l'intimité de ses salariés, sans être intrusif. C'est quand même ça peut être un défi un peu paralysant, quoi. Oui, mais tout l'enjeu aussi de l'information et de la sensibilisation, c'est de lever les tabous. C'est d'ailleurs comme ça que l'association est née. C'était vraiment, il y a plus de 30 ans, un tabou. Je pense qu'on a fait quand même des énormes pas. Il y a maintenant la libération de la parole. Ça reste néanmoins, évidemment, la féminité, l'intimité, en plus de la maladie et de l'épreuve que c'est et de tout ce qu'on rencontre sur ce parcours-là. Donc ça marche, ça passe par quoi? Pardon de vous interrompre. Ça passe par donc, des moments de sensibilisation et peut-être des espaces où celles et ceux qui veulent venir en parler peuvent le faire. Comment on concilie justement intimité et accompagnement? Alors, il y a, et je pense qu'Anne-Sophie peut en parler, de plus en plus d'entreprises dans le cadre de la RSE qui s'est développée considérablement, qui désirent accompagner de l'annonce de la maladie au retour à l'emploi, parce que c'est quand même le sujet aussi principal, c'est est-ce qu'on retourne, comment on se sent de retourner, de ne pas se sentir exclu, etc. Et maintenant, à travers la charte Cancer at Work, et notamment qu'a signée l'entreprise cofondatrice de l'association, donc c'est ce que je peux moi aussi, à l'intérieur de l'entreprise qu'a cofondée, qui est Estée Lauder, l'association, je vois à quel point ces entreprises signent cette charte et s'engagent, mettent des actions très concrètes, et il y a un baromètre et un monitoring qui est fait de ces actions pour accompagner et pour que les salariés puissent justement pouvoir, s'ils le souhaitent, avoir un espace de parole et être accompagnés tout au long du parcours et du retour. Signer cette charte, ça suppose quels aménagements, quelles actions pour les entreprises? Alors la charte Cancer at Work engage les dirigeants et leurs salariés à agir. Elle est très large volontairement parce qu'on ne croit pas aux recettes toutes faites chez Cancer at Work. Ce qui nous semble important, comme le soulignait Sandrine, c'est de prendre le temps d'écouter les salariés, d'écouter leurs besoins et leurs attentes et de bâtir un plan d'action adapté. Alors on va retrouver régulièrement des actions de sensibilisation, de la formation pour les ressources humaines ou les managers ou de la mise en place d'accompagnement individuel ou collectif quand les situations se crispent. Ça, c'est quelque chose d'assez générique. Et puis ensuite, on va avoir des choses un peu plus exotiques qui peuvent être liées à des métiers de main-d'œuvre, par exemple, des ouvrières qui, sur chaîne de production, disent, nous, quand on revient après un cancer du sein, qu'on a subi une mastectomie, on ne peut pas tenir les cadences. Et des dirigeants et dirigeantes, en l'espèce membres de Cancer at Work, qui vont décider d'installer au cœur de l'usine un atelier, une chaîne de production sans cadence. Donc c'est vraiment très concret. Vous dites plutôt des dirigeantes. Ça veut dire que quand c'est une femme qui dirige l'entreprise, elle est plus sensible à la question? Non, il se trouve que sur l'exemple que je viens de vous donner, c'est une dirigeante femme, elle-même touchée par un cancer du sein. Mais tous les dirigeants qui constituent l'association ne sont pas touchés directement, mais sont des dirigeants qui ont vraiment conscience de l'importance de leurs collaborateurs dans la réussite de leur entreprise. Et le premier à s'être engagé, c'est Philippe Salle, qui dirige Emeria, qui est en transition, comme vous le savez, qui s'est engagé dans l'action. Aujourd'hui, on a en France 160 dirigeants engagés, des hommes, des femmes, des grandes entreprises, des petites, à Paris et en province, des institutions publiques, la Sécurité sociale, France Travail, font partie des membres de l'association, des collectivités territoriales comme le Conseil régional de Normandie. Donc tous ces dirigeants ont conscience de la problématique de nombre à laquelle leur entreprise est confrontée. Ils ont conscience de la guerre des talents qui se joue sur notre territoire et donc ils s'engagent pour que tous les salariés, malades ou pas d'ailleurs, vivent bien ensemble. Il y a vous l'avez évoqué Sandrine Planchon, ce prix très attendu chaque année, le Grand Prix de la recherche attribué à Suzette Delaloge. Alors je vais vous demander pour quels travaux, peut-être que c'est beaucoup trop compliqué à expliquer, mais je veux bien quand même que vous nous en disiez quelques mots. Alors Suzette Delaloge, elle est médecin oncologue
au centre Gustave Roussy. Et elle fait quelque chose qui est incroyable. Elle fait ce qu'on appelle du dépistage personnalisé, ce qu'on appelle l'interception. Et à travers des tests salivaires de l'ADN, elle compare des femmes qui ont un cancer du sein et qui n'en ont pas, donc sur un échantillon important, pour essayer de voir comment détecter sur des populations plus à risque, donc la nécessité d'avoir des dépistages personnalisés à travers un simple test salivaire. Et donc on a remis dans le cadre de ce projet à Suzette Delaloge 350 000 € cette année. Alors c'est bien que vous parliez d'argent, parce que c'était la question que j'allais vous poser. Depuis que ces prix Ruban Rose existent, vous avez accompagné combien de projets, combien d'argent distribué? Parce que voilà, c'est la recherche, évidemment, ça mobilise des talents et ça coûte cher. Oui, ça coûte cher. Et avant de vous répondre, les chercheurs avec lesquels, évidemment, on est en lien tous les jours, nous disent, on a fait ce métier pour chercher, mais on passe 50% de notre temps à chercher des fonds, des financements. Oui. Voilà, d'où l'importance vraiment de les aider. Alors, on a remis en plus de 20 ans à 110 projets plus de 10 millions €. Mais ça s'est considérablement accéléré ces dernières années grâce à la générosité des mécènes d'entreprise, puisque en l'occurrence, l'association Ruban Rose, c'est des fonds qui sont collectés à 80% par des actions mises en place par des entreprises dans tous les domaines d'activité. Et donc, pour vous donner un chiffre, en 2019, on donnait 700 000 € à la recherche. Là, on vient de remettre à l'Assemblée nationale, il y a quelques jours, 2,4 millions, parce qu'on accompagne, on a donné 10 prix, dont le Grand Prix à Suzette Delaloge, et on a aussi donné des bourses, parce que le but, c'est d'accompagner la recherche, mais dans la durée. Donc, on permet, à travers ces bourses, à d'ex-lauréats des Grands Prix Ruban Rose ou des prix à venir, de continuer à les accompagner, parce que la recherche, c'est un temps qui n'est pas forcément le nôtre, qui peut être un temps plus long, pas forcément très long. Parfois, il y a des très, très bonnes surprises, mais en tout cas, la nécessité d'accompagner dans la durée. En ces temps de disette budgétaire, heureusement que vous êtes là. Vous faites un job que l'État devrait faire d'une certaine façon. C'est une aventure et c'est pas Anne-Sophie qui dira le contraire. C'est la force d'un écosystème, de l'engagement collectif et d'une générosité malgré le contexte économique et autres qu'on connaît. Une grande générosité des Français pour notamment, pas que, évidemment pour l'urgence, pour les enfants, mais aussi pour la santé publique. Moi, depuis que je dirige l'association, on est en croissance de dons constante, malgré Covid, malgré les guerres, malgré tout ce qu'on connaît, l'augmentation des coûts de l'énergie. Enfin, bon, voilà. Donc, je trouve que c'est et c'est ce qu'on aime aussi faire passer, c'est un message d'espoir et dire qu'il y a énormément d'initiatives et de générosité et que c'est grâce à ça qu'on peut notamment accompagner la recherche sur le cancer du sein. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Lionel Bouillon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur d'Algo Paint. L'histoire est sympa à raconter parce que c'est une longue histoire. Quand et comment vous avez eu l'idée de cette peinture aux algues? L'idée est venue tout simplement un week-end en prenant ma douche comme tout le monde. Oui. Et dans ma douche, j'avais un beau shampoing d'un leader de la cosmétique, voisin de Rennes, puisque l'on est basé à Rennes, à la Gacilly plus exactement. Oui, je connais bien. Très bel endroit, très belle expo photo tous les ans. Exactement. Ouais. Et donc un shampoing aux algues, c'est ça? Exactement. Et à partir de là, je me suis dit, si aujourd'hui ce leader de la cosmétique arrive à faire des shampoings à base d'algues, pourquoi nous, fabricants de peinture, on n'arriverait pas à développer la première peinture écologique aux algues? Ok, donc ça c'est le point de départ. Combien se passe de temps entre l'idée sous la douche et l'arrivée du produit? La recherche, j'imagine, les brevets, enfin bon, il y a 2-3 étapes à passer, quoi. Exactement. Autour de l'idée, on a amené avec nous dans notre aventure donc des partenaires, dont l'école de chimie de Rennes, qui nous a mis également en contact en parallèle avec le CEVA, qui est le Centre d'études et valorisation des algues. Et on a commencé à identifier avec différents chercheurs les différentes typologies d'algues qui existaient et qui pouvaient rentrer dans la composition de nos peintures. D'accord. Et comme en Bretagne, on a plus de 700 variétés d'algues sur le littoral. L'aventure Algo a commencé comme ça. Donc on a incubé le projet d'entreprise familiale. Et en 2012, on a déposé un brevet, donc en collaboration, en co-construction avec le CEVA. Et l'aventure Algo nous a permis de participer au Grand Prix du ministère de l'Environnement et de l'Écologie et de faire partie des 30 solutions dans le climat
à la COP21 où on a exposé nos peintures. Et c'est comme ça que j'ai décidé de créer la société le 30 juin 2015, la start-up. Ouais. Voilà. Donc voilà pour les étapes. Alors là, vous êtes venu avec des algues. Là, je les reconnais. À côté, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, l'algue, on la connaît tous. Hein. Il existe, donc, ce que je disais tout à l'heure, plus de 700 variétés. Montrez-le assez haut qu'on le voit bien. Ouais. Sur notre beau littoral breton. Ouais. Et à partir de là, je dirais, elle est valorisée par la cosmétique et l'agroalimentaire. Ouais. Et aujourd'hui, une partie est inexploitée. Et c'est cette poudre blanche que l'on va récupérer et qu'on va valoriser dans nos peintures. Et elles vont nous apporter principalement 3 fonctionnalités. La première, elles vont avoir un rôle d'épaississant, puisqu'on connaît tous le rôle de l'agar-agar qu'on utilise en cuisine. Donc, on va avoir un produit qui est très agréable à appliquer. Et elle est également blanche, donc ça va contribuer, je dirais, à apporter de l'opacité au produit. Et également, ça va apporter une résistance mécanique, puisqu'aujourd'hui, toutes nos peintures sont lessivables, donc vous pouvez aussi bien les appliquer en cuisine, salle de bain. Alors, c'est la question que j'allais vous poser. Vous réussissez, donc vous faites des peintures à base d'algues, qui ont pas les mêmes propriétés, mais les mêmes usages que les peintures classiques. Exactement. Nous, aujourd'hui, on n'a pas inventé les peintures écologiques, elles existaient bien avant nous. Ouais. Par contre, aujourd'hui, AlgoPaint a réussi à transformer, je dirais, et à les rendre aussi performantes que les peintures conventionnelles. Ce qui nous permet clairement d'être appliqué dans tout support et toute destination, tout ce qui est petite enfance, hôpitaux. Ouais. Une peinture classique, c'est fait de quoi? Justement, une peinture classique, c'est à base de pétrole principalement, puisque c'est adossé à la chimie du pétrole, comme tous les fabricants de peinture. Et nous, aujourd'hui, à Algo, on est véritablement là pour bousculer le segment classique des peintures bâtiments. Et ce que je dis, arrêtons d'appliquer du pétrole sur les murs en lieu et place de solutions beaucoup plus saines et éco-responsables. Donc ça veut dire quelles économies de CO2, puisqu'on part d'une matière première qui est le pétrole? Aujourd'hui, par rapport à une peinture classique, vous prenez même une peinture solvantée, vous avez, je dirais, un gap qui est colossal par rapport à Algo. Aujourd'hui, nous, on est à plus de 80% biosourcés, donc aussi bien sur nos résines, sur nos charges, sur nos additifs, qui nous permettent d'avoir un gap en termes d'impact carbone divisé quasiment par 5 à 6 par rapport à une peinture classique. Il y a aussi un enjeu de santé, parce que moi, je suis très sensible aux odeurs de peinture et à ce qu'elles rejettent dans l'air, donc... Tout à fait. Aujourd'hui, quand vous achetez 1 litre de peinture, peu de consommateurs le savent, mais il y a à peu près la moitié du pot de peinture qui s'évapore dans l'air intérieur en séchant. Quand votre peinture est fabriquée à partir de matières premières dérivées du pétrole, chose logique, vous relarguez dans l'air intérieur ce qu'on appelle des composés organiques volatiles ou semi-volatiles, qui font partie des perturbateurs endocriniens. Et nous, sur nos peintures, on a un taux d'émissivité 10 fois inférieur aux normes les plus strictes, et je dirais sans commune mesure par rapport aux peintures classiques. Donc très peu d'émissivité, très peu d'odeur, ce qui nous permet d'être en milieu occupé, beaucoup plus facile et agréable à appliquer. Merci beaucoup Lionel Bouillon et bon vent à AlgoPaint. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change et je vous dis à demain tout simplement. Salut.